Je suis encore la fille qui a attendu 50 ans pour faire une vidéo d'update. Bah ouais, c'est encore le foutoir. Bravo Fanny, t'as encore plein de livres à présenter, à parler. Ah, je m'énerve toute seule parfois. Mais bon, alors, on va tout classer, puis on va commencer quand même. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as dû le voir, c'est un update lecture. Et j'ai encore attendu un petit moment, mais pour du coup j'ai une grosse pile comme d'habitude. J'ai pas mal de bouquins à te présenter, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc du coup, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Du coup, pour cette update lecture, comme je disais, j'ai attendu un peu longtemps comme d'habitude, hein, mais bon, maintenant tu as pris l'habitude, hein, je pense. Je vais te mettre mon téléphone en vibreur, voilà, c'est bon. Et on va commencer sans plus tarder par le premier, sinon la vidéo va être très longue comme d'hab. Et j'ai lu dernièrement du coup Rebelle du désert de Halloween Hamilton, publié chez Pocket Jeunesse. Donc j'avais ce roman dans ma pile à lire depuis très longtemps, depuis sa sortie en poche en fait. Je crois que je l'avais acheté au salon du livre il y a perpète, et parce que je l'avais vu en poche et je m'étais dit oh tiens, cette saga me tente. J'avais vu des super bons avis en VO et en français, et donc du coup quand j'avais vu qu'il était dispo en poche, j'avais craqué. Et je l'ai sorti il y a pas longtemps, hein, de ma palle, et franchement j'ai passé un trop bon moment de lecture. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré ce bouquin. Il est tout petit en poche, il fait 280 pages on va dire, ouais, presque même pas 300, et il s'est bouffé en fait. Je sais que je mets une semaine en fait pour lire maintenant un bouquin, donc c'est quand même assez relativement, on va dire bien, on va dire ça comme ça. Mais parce qu'en fait là j'avais pas forcément le temps vu que je bossais, etc. Mais je sais que si j'avais eu le temps pour me lire, etc., je pense que je l'aurais bouffé parce que j'ai passé un trop bon moment de lecture. Là tu vas plonger dans un univers en fait où tu es dans le désert. Tu vas rencontrer, comment elle s'appelle, alors comme il y a du temps qui a passé, je me souviens plus des prénoms. Hein. Donc c'est comment, Amani, c'est vrai. Donc tu vas rencontrer Amani, en fait, une jeune fille qui vit dans le désert, qui vit avec une genre de famille en fait dans un petit village reculé, et en fait elle est pas bien vue, elle veut partir parce que en fait les femmes déjà dans ce type de village sont réduites à faire les mauvaises tâches entre guillemets, et elle en fait le truc c'est que sa maman est décédée, elle a été voilà. Et du coup, elle n'est pas bien vue, etc. Donc du coup, elle prévoit de partir, de quitter le village. Sauf que en fait, un soir, elle va essayer d'empocher de l'argent en jouant à des jeux clandestins, en se faisant passer pour un homme du coup. Et elle va rencontrer un autre garçon qui lui, comment il s'appelle déjà? Ça va être la vidéo des prénoms disparus. Comment il s'appelle? Je ne sais plus, comme d'hab. Oh, je me déteste. Jean. Ah oui, Jean. Elle va rencontrer Jean, et en fait, Jean, lui, est un hors-la-loi, entre guillemets, qui est là pour récupérer des infos, etc. Et en fait, ils vont, par plusieurs concours de circonstances, ils vont se retrouver à quitter ensemble le village. Et puis, je t'en dis pas plus parce que sinon je vais te raconter un peu l'histoire. Et le truc, c'est que je ne veux pas trop parce que déjà, moi, j'ai du mal à faire un point sur tout ce que j'ai pu découvrir dans ce tome 1 au niveau de l'univers. Et puis après, je suis nulle en résumé, donc tu le sais. Donc du coup, voilà, je vais pas m'enfoncer encore un peu plus. Mais en tout cas, ce que j'ai adoré, c'est l'univers global, parce qu'en fait, là, tu es dans un monde magique, mais qui se passe dans le désert, avec des djinns, des sorcières, des monstres du désert, etc. Enfin, c'est vraiment un univers en fait que je n'ai pas lu beaucoup de bouquins, donc moi forcément c'était une découverte entre guillemets. Et j'ai beaucoup aimé ce côté mythologique en fait, et c'est un peu ce que j'ai retrouvé, mais vraiment à fleur d'univers, on va dire ça comme ça, dans Une braise sous la cendre en fait, dans le côté un peu mythologique d'une braise sous la cendre. Et là en fait c'est aussi exploité dans ce bouquin, enfin dans ce premier tome de saga, et de trilogie en tout cas, et donc du coup j'ai vraiment adoré. C'est rythmé. En fait, je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu lent au départ parce que t'as pas beaucoup de dialogue entre les personnages et t'as beaucoup de descriptions, etc. Mais en fait, non, c'est bien rythmé, et à chaque fois, tu as un rebondissement qui fait que tu peux pas t'ennuyer. Donc, du coup, tu suis, tu vis à 100 à l'heure
comme Amani, et tu découvres en fait en même temps qu'elle ce monde cruel et assez mystérieux dans lequel elle évolue. Elle essaye de sortir un peu de la tête de l'eau, et tu vas découvrir en fait tout un univers global qui est vraiment bien foutu pour l'instant. En tout cas, j'ai adoré, et je suis super curieuse de me plonger dans la suite parce que j'ai eu que des bons retours sur Insta quand je faisais mes stories updates, et tout le monde disait que c'était génial, etc. Et c'est vrai que moi je confirme, je trouve ça génialissime et j'ai adoré. Franchement, je me dis mais pourquoi t'as attendu aussi longtemps pour lire cette saga, Fanny? Mais bon, maintenant c'est fait, je l'ai commencé. Par contre, franchement, je t'avoue que j'ai même pas regardé si le tome 2 était sorti en poche, parce que je me dis quitte à l'avoir le tome 1 en poche, autant que je continue en poche, mais j'ai même pas fait gaffe si le tome 2 était sorti en poche. En tout cas, pardon, en tout cas, bah alors Fanny. En tout cas, le dernier tome, j'en ai les larmes aux yeux. Je disais, donc en tout cas, le dernier tome est sorti en 2018, donc l'année dernière, en grand format, donc je me suis pas renseignée sur la version poche, mais j'espère que Pocket Jeunesse ne va pas publier que le tome 1 et pas les autres tomes, ça serait dommage. Parce que dans la logique, tu devrais publier la suite, hein, on est d'accord. Donc n'hésite pas à me dire si toi t'as des infos, parce que moi je pense que j'ai pas vu les choses passer. Après j'hésite à me prendre la suite en VO, mais c'est vrai que vu là la complexité entre guillemets de l'univers, et vu qu'il y avait peu de dialogue et pas mal de passages de narration, etc. Et je me dis qu'en VO je vais m'emmêler les pinceaux et me perdre un peu, donc du coup je me dis autant le lire en français. Mais bon, peut-être que d'ici là, si le tome 2 n'est pas sorti en poche en français, peut-être que je craquerai pour la version VO si je la trouve d'occasion pas trop chère. Peut-être que je ferai ça, on verra. Les deux suivants, parce que je te parlais des deux en même temps, parce que sinon ouais, ça va être compliqué, et puis autant en parler ensemble. J'ai lu Earth Trooper de Alice Oseman. Du coup voilà, le tome 1 et le tome 2. Donc en fait là c'est un roman, enfin une BD graphique, enfin un roman graphique on va dire, qui traite sur comment dire, l'homosexualité chez les ados entre guillemets, chez les lycéens, enfin les étudiants, et comment c'est perçu, et comment tu peux faire ton coming out entre guillemets, comment toi tu peux le ressentir et le vivre, et aussi comment toi tu découvres, enfin tu peux savoir si tu l'es ou pas, enfin pas savoir, mais tu es confronté en fait à deux personnages principaux qui sont, je ne sais même plus non plus leur personnage, t'as Nick et à chaque fois j'oublie, hein. Et puis en plus là pour retrouver les prénoms, vu que c'est de la BD, ça va être compliqué. Il y a Nick et Charles. Même pas. Oh Fanny, je suis ah si, Charlie. Oui, Charlie, c'est son petit nom, c'est son diminutif quoi. Donc t'as Nick et Charlie en fait, et du coup tu vas découvrir en fait le côté du personnage qui est en fait, qui sait qu'il est bisexuel, etc. Enfin là c'est pas si c'est un peu homosexuel, mais non c'est bisexuel en fait. Ça parle de la bisexualité quand même, parce que à moins que je confonde avec l'autobiographie, parce que en fait j'étais dans mon mood coming out là. Merde. Si, je crois que c'était bisexuel, hein. Gay, je sais plus. À moins que non, je mélange en fait. Enfin bref. Donc du coup, je vais y arriver. Donc du coup, en fait, tu vas découvrir un peu comment toutes les petites questions que tu peux te poser, etc. C'est les deux questions que se posent en fait les deux personnages principaux, et comment aussi passer au-dessus de comment dire, du regard des autres, de leur point de vue, de leur voilà, des choses que les gens peuvent se dire et peuvent te dire alors que c'est complètement déjà irrespectueux, et puis pour moi c'est pas normal de dire des choses comme ça et de penser comme ça, enfin bref, ou d'avoir des actes aussi sales et dégradants, parce que je pense que ces personnes-là n'aimeraient pas que ça leur arrive, donc voilà. Et en fait c'est très bien mis en scène, et je trouve que c'est deux petites pépites en fait qui permettent en fait même aussi aux parents de s'identifier, et d'appréhender en fait, parce que je sais même pas si, je pense qu'en tant que parent, certains parents peut-être auront de l'appréhension, mais normalement, je pense que c'est moi qui pense comme ça, parce que pour moi c'est normal, et il n'y a pas de, tout le monde est au même niveau, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un problème, ou appréhendent ce type de choses avec leur enfant.
Alors que, donc du coup, bah, là, Alice Oseman, en fait, en parle aussi au niveau des parents, et j'ai trouvé ça vraiment très, très mignon et très bien fait, parce que elle a aussi permis aux parents de se projeter, en fait, dans la situation, si un jour, un de leurs enfants bah, leur annonce qu'il est amoureux d'un de leurs copains de classe, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Enfin, je me suis dit, au moins, elle touche en fait toutes les cibles et toutes les typologies de personnes, entre guillemets, enfin, typologies, qui peuvent en fait bah, être confrontées en fait à cette situation, à ces différentes situations en rapport avec le choix de sa sexualité, etc. Donc franchement, je peux que te les conseiller parce que ça a été, ça se dévore déjà, hein, c'est écrit très grand, etc. Et en VO, ben, moi qui n'ai pas un niveau de fifou, bah, j'ai tout compris, il n'y avait pas de souci. Et après, si tu veux pas les lire en VO, ils sortent au mois de octobre ou novembre, je sais plus, ça a été annoncé. Chez Hachette, ça a été annoncé en fait, le tome 1 sort, et même Alice Oseman apparemment sera à Montreuil, donc fin novembre. Du coup, pour dédicacer, etc. et pour parler, je pense, de son bouquin, enfin de ces deux BD graphiques, et sachant qu'en plus, roman graphique, pardon, c'est pas la, enfin, il y a encore une suite. Voilà. Normalement, il doit y avoir un tome 3 qui est prévu au printemps l'année prochaine en VO. Donc du coup, bah, j'ai hâte de lire cette suite. Je suis super curieuse. Super curieuse. Et voilà. Bon, en tout cas, moi, je peux que te les conseiller. Puis en plus, ils sont trop jolis, les livres. Enfin, franchement, ça a été une très très belle découverte. Je l'avais vu passer beaucoup, en fait, pendant la YAL, qui, en fait, est sur Bookstar. Et ça m'a hyper, comment dire, intriguée, parce que je me suis dit, bah tiens, c'est un roman graphique, ça peut être cool. Et du coup, bah, j'ai tenté. Et maintenant, je te le conseille. Le suivant, alors là j'ai pris la version française, mais j'ai lu le livre ce livre en VO. C'est Autobiographie de Christina Loren. Publié chez Hugo Roman, du coup New Way en français, et bah après en anglais, je sais pas, je l'ai déjà rangé dans ma bibliothèque, parce que je pense que je vais garder la version originale, et je vais pas garder la version anglaise, enfin française, pardon. Mais en gros, là, tu vas rencontrer Tanner, qui est un jeune homme qui est, là, oui, bisexuel. Je pense que j'ai fait un mélange avec en fait, j'étais dans mon mood de... les mots qui sont précédents, là, c'était... Bref. Donc les deux sont... Enfin, non. Tanner est bisexuel, et donc Tanner assume carrément le fait qu'il est bisexuel. Toute sa famille comment dire, le soutien, entre guillemets, ses parents comprennent, il n'y a pas de souci, etc. Et en fait, il va rencontrer Sébastien, qui lui est un jeune mormon qui vient en fait donner des cours d'écriture, entre guillemets, aux élèves de la classe de Tanner. Et du coup, bah, en fait, dès la première fois où Tanner va voir Sébastien, il va avoir un crush, on va dire, comme chez les jeunes actuellement. Il va avoir un crush sur... il va kiffer Sébastien, il va vouloir le connaître un peu plus, etc. Et ce qui fait que au fil du temps, en fait, ils vont parler ensemble avec tout le bouquin, etc. Et en fait, Tanner a un exercice à faire, c'est d'écrire en fait une nouvelle. Et en fait, Tanner va raconter son histoire de comment il est tombé amoureux de Sébastien, etc. Sauf que ça pose un gros problème, c'est que Sébastien est quand même mormon, et que les mormons, l'homosexualité, la bisexualité, même tout court, hein, même, enfin voilà, n'est pas du tout acceptée, et n'est pas du tout, en gros, si tu es ou si tu fais ton coming out, ta famille te renie, entre guillemets, et te renie, et tu es rayé de la carte. Et donc Sébastien, en fait, va se retrouver coincé entre deux feux, on va dire, entre ses croyances et justement sa façon de vivre avec ses parents, etc. Enfin, son rythme de vie, toutes ces choses en rapport avec la communauté mormon. Et Tanner, en fait, et ses sentiments pour Tanner qui commencent à évoluer, parce qu'en fait, Sébastien est gay dans le fond, et le truc c'est que il a du mal à l'accepter, vu que du coup il peut pas se dévoiler comme ça à sa famille, et donc c'est assez compliqué pour lui. Et donc du coup tu vas suivre leur histoire à tous les deux, et comment ils vont essayer de survivre, de passer outre comment dire, cette idéologie, entre guillemets, les croyances, etc. Des Mormons, et d'essayer de vivre, entre guillemets, leur histoire d'amour. Alors, déjà, pour parler un peu de l'histoire au global, en fait, j'ai bien aimé au départ, c'était vraiment intéressant, et c'était, comment dire,
je voyais pas, enfin franchement, je ne voyais pas où les deux auteurs allaient me mener, parce que du coup, pour moi, ça allait être un gros foutoir, parce que du coup, vu qu'il est mormon, c'est un peu compliqué. Hein, sauf si il décide de quitter sa famille, mais en tant que tel, enfin de l'assumer et d'en parler à sa famille, mais en tant que tel, c'est un peu plus compliqué. Et puis il avait pas l'air branché et très chaud pour le faire, le petit Sébastien. Du coup, c'était un peu compliqué. Et puis je me disais, voilà, je pense que la fin sera peut-être différente de ce qu'on peut s'attendre, etc. Et puis en fait, au fil des pages, j'ai commencé à être agacée. J'ai commencé à être agacée par le personnage de Sébastien, parce que du coup, c'était un peu une girouette, et c'était un peu beaucoup de contradictions en fait pour quelque chose au final qui, je me disais, écoute, prends ton ton package dans tes mains, et puis claque-les sur la table, je sais pas, fais quelque chose, mais parle-en à ta famille, et puis peut-être, je sais pas, enfin moi dans ma tête, pour moi c'est quelque chose qui est, je sais que d'autres personnes ne l'acceptent pas, mais moi personnellement en fait quand j'ai lu ce bouquin, pour moi dans ma tête c'est quelque chose qui est naturel et qui est normal, et qu'il faut en parler avec ses proches, etc. Et que les proches en fait, quand tu aimes ton enfant, tu le protèges, et tu l'acceptes, enfin je sais pas, c'est c'est normal, enfin voilà. Mais donc du coup pour moi c'est comme ça dans ma tête, quand Sébastien faisait un peu de simagrée entre guillemets, et quand la famille faisait des remarques, etc. sur des choses qui sont passées avec des personnes bisexuelles ou homosexuelles, pour moi ça me broutait en fait, ça me broutait complètement. Et du coup j'avais mal au cœur pour Tanner en fait, parce que le pauvre Tanner, lui demande rien à personne, juste à vivre son histoire d'amour et à profiter de l'instant présent, etc. Et à chaque fois, en fait, il y avait toujours cette histoire d'idéologie, de machin, etc. Bon, c'est vrai, il faut le respecter, hein, je suis d'accord aussi. Moi, personnellement, je le respecte aussi. Mais c'est vrai que là, en fait, dans le bouquin, voilà, ça m'a un peu saoulée. Et donc, du coup, la fin, à la fin, un peu, je me suis dit, ouais, ok, d'accord, c'est quand même classique. Donc, pour finir, je m'attendais à peut-être une issue un peu différente, ou je sais pas, mais un truc différent, quoi. Parce que là, ça n'allait pas. Pour moi, c'était pas, ouais, c'était pas selon mes attentes. Enfin, si, en fait, c'était les attentes de tout le monde, mais pas forcément les miennes. Donc voilà. Que te dire de plus? Oui, après, comme j'ai la version française et la version VO, de temps en temps, en fait, quand j'avais terminé un chapitre, 2-3 fois j'ai fait ça, pour être sûre que, parce que vu que c'était le premier roman entre guillemets, que je lisais de A à Z en VO, d'habitude, en fait, je lis des petits chapitres par-ci par-là, parce que j'ai d'autres bouquins en VO à la maison, mais ça vraiment, c'est pas vraiment, comment dire, je les inclus pas, en fait, dans mes lectures de ma pile à lire, en fait. Donc du coup, là, c'est pour ça que tu as dû voir mon book haul précédent, mais j'ai un peu craqué sur la VO, et c'est sur des livres qui sont déjà dans ma palle, comme ça. Je me dis que c'est moins une contrainte pour moi de lire en VO, en fait, et c'est plus un plaisir, parce que je sais que je vis en même temps ma palle. Ouais, je sais, c'est ma logique qui est un peu bizarre. Bref, et donc du coup, j'ai pu en fait faire la différence parfois, et en fait en feuilletant parfois la version française, je me disais mais il dit jamais ça en VO. En fait, je me suis rendu compte que la trad a été énormément retouchée, ou sinon c'est moi qui déconne, mais il y a des expressions ou des gros mots, des injures qui ne sont pas du tout dans la version originale. C'est rare qu'il dit connasse, connard, enfin etc. Enfin, c'était rare en fait, ou des choses comme ça, ou même des expressions hyper dans la version française, c'était hyper langage. En fait, le langage était différent en fait de ce qu'on pouvait lire en VO, je trouve. Et du coup, ça a donné un style qui était vraiment très adolescent, mais moi, ce que j'aime pas en fait. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, heureusement en fait que je n'ai pas lu ce livre en VO, parce que en VF, pardon. En VF, parce que du coup, je me mélange les pinceaux, mais c'est un truc de ouf. Donc en VF, parce que du coup, j'aurais pas aimé, je pense. J'aurais encore moins aimé que la version VO. Donc d'un côté, ça m'a appris une petite leçon, c'est que parfois les traductions sont vraiment, vraiment beaucoup retouchées en fait. Et je n'y attendais pas à ce point-là. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu et ce que t'en as pensé, parce que moi c'est un peu... voilà. Le suivant, c'est une lecture audio que j'ai faite. C'est le tome 4 de la Lame de l'Archange, le tome 4 de la Chasseuse de vampires, donc la Lame de l'Archange, Nalini Singh, donc publié chez J'ai lu, c'était dans la collection Darklight, collection Darklight, pardon. Et
et comment dire, et du coup, bah, comme tu le sais ou pas, je continue cette saga en livre audio quand je peux, parce qu'en fait, j'ai tous les tomes jusqu'au tome 7 et le 8, le mur de l'archange, je crois, qui est un recueil de nouvelles ou je sais plus quoi, enfin bref, un spin-off. Je les ai en papier, donc je me dis autant les continuer en livre audio vu qu'ils sont dispo en livre audio. Et donc là, dans ce tome-là, tu vas enfin, entre guillemets, sortir du schéma classique avec Elena et Raphaël. Et du coup, tu vas suivre Dimitri et Honor. Ouais, c'est ça. Qui est Honor, qui est une chasseuse de la guilde, qui est spécialisée dans tout ce qui est, pas calligraphie, mais tout ce qui est étude des écritures, etc. Voilà, des choses comme ça. Et Dimitri, en fait, c'est le second de Raphaël, en fait. Donc, c'est un vampire de plusieurs milliers d'années. Et voilà. Honor, en fait, c'est une jeune chasseuse, en fait, qui s'est fait aussi... qui a eu un passé traumatisant, en fait, avec des vampires où on l'a enlevée et elle a été battue, et etc. à mort. Enfin, pas à mort, mais si, quand même un peu. Enfin, elle a été bien battue et bien retournée par les vampires. Et donc, du coup, on a un petit, quand même, problème avec ça. Donc du coup, tu vas suivre leur histoire et en plus de ça, tu as en fait une petite enquête policière entre guillemets à côté sur des faits étranges qui se passent sur le retour d'un archange qui serait décédé. Et en plus de ça, bah, du coup, tu as l'histoire en parallèle de Nord et tu découvres en fait le personnage de Dimitri et son passé. Alors j'ai beaucoup aimé ce tome 4 parce que en fait, quand tu découvres en fait le passé de Dimitri, tu as des passages en fait sur son passé carrément de son point de vue, mais vraiment de ce qu'il a vécu, etc. Et j'ai énormément aimé ces passages-là, parce que ça faisait vraiment un retour dans le passé. Et en plus, l'auteur a vraiment bien réussi à matcher ça avec le passé d'Honor et ce qu'est Honor actuellement, etc. Donc je t'en dis pas plus parce que sinon je vais spoil, mais en gros, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu, même en livre audio, ça s'est ressenti en fait, comment c'était travaillé au niveau de l'écriture. Et je trouve que la narratrice a vraiment bien joué le jeu. Et je trouvais ça vraiment pas mal. Parce que t'as pas mal de passages en fait en italique dans le bouquin. Qui justement reprennent des souvenirs, des événements passés, etc. Qui font un rapport avec ce qui se passe dans le présent, etc. Et j'ai vraiment trouvé ça cool. Et vraiment, on découvre plus sur le personnage de Dimitri et sur comment il est devenu comme ça, enfin un vampire. Parce que il n'est pas devenu vampire du jour au lendemain. Et pourquoi, etc., etc. Et franchement, ça a été un très bon tome. Par rapport, là, je suis en train d'écouter le tome 5, par rapport au tome 5, c'est vraiment différent, et j'en reparlerai dans un autre update. Mais voilà, je trouve que ce tome 4, en fait, a fait du bien, et m'a fait un peu sortir du schéma, en fait, de Elena et de Raphaël et toute sa clique, là. Là, on rencontre vraiment deux autres personnages et leur histoire, donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Le suivant que j'ai lu dès que je l'avais reçu en fait, c'est À la dérive de Jane Devreau, publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Alors celui-ci en fait, j'ai été attirée par le résumé quand j'avais vu le catalogue des sorties à venir. Et donc du coup je l'avais demandé, il est sorti le 14 août il me semble dernièrement. Et ça n'a pas été trop ça quoi. Ça n'a pas été trop ça. En gros là tu vas suivre, comment elle s'appelle Cocotte là, Léa, ouais. D'ailleurs, en fait, j'ai pas aimé ce personnage, donc du coup... Donc tu vas suivre Léa, qui est une jeune femme qui a tout perdu dans la vie, et qui en fait se retrouve... Enfin, dans la vie, a tout perdu. Enfin bref, elle a eu à surmonter quelques obstacles, et elle a perdu ses parents. Et donc, elle se retrouve là actuellement à vivre chez son copain, qui est assez riche, et qui l'héberge, et en même temps elle travaille à mi-temps, et en plus de ça en fait elle va en tant que bénévole dans un hôpital psychiatrique pour aller voir Adam qui lui est enfermé et qu'elle peut pas voir pour l'instant, et elle va rencontrer Axel qui est un autre interné dans l'hôpital psychiatrique, qui lui en fait est un ex-drogué qui a fait des conneries dans sa vie. Et puis voilà. Alors, je t'en dis pas plus parce que sinon je vais te raconter toute l'histoire et en fait j'aurais pu te faire le résumé là direct et puis voilà. En fait, moi j'ai eu un gros problème, c'est qu'il n'y a aucun repère spatio-temporel. En fait, il y en a quelques-uns, mais le lendemain ou la veille ou machin. Mais tu ne sais pas dans quelle ville ça se passe,
Des fois, tu ne sais pas combien de temps s'est passé entre 2 ou 3 actions, 2 3 péripéties, entre guillemets. Tu sais rien de tout ça. Et par contre, c'est concentré sur les états d'âme d'Axel et de Léa, parce que t'as un chapitre alterné en fait entre les deux à chaque fois. Et je trouve que leur histoire va tellement vite. Ils se sont à peine vus, c'est pouf, kékrek, boum, crush. Mais non, mais non. Moi je veux bien, il y a 300 pages là, 320 pages, mais quand même. Enfin bref. Donc du coup ça a été assez compliqué quoi. Et en plus à un certain moment, l'auteur a intégré un élément, juste un petit truc, tout petit truc, sur Léa, comment elle, enfin sur un truc en fait avec sa relation avec un autre personnage. Et j'ai trouvé ça mais complètement, je me suis dit mais, en fait le problème que j'ai eu c'est que c'était justifié d'une manière vraiment limite c'était normal quoi. C'est normal parce que moi j'ai vécu ça donc. J'ai pas le choix, il faut que je fasse ça. Ben si, écoute, si tu... En gros, j'ai eu l'impression que elle se rabaissait, ou que sa morale, en fait, entre guillemets, ses valeurs, elle les a enfouies, en fait, pour justement penser, qu'à l'instant présent. Mais non, au bout d'un moment, enfin peut-être que, parce que moi je pense pas comme ça, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais what the fuck, non. Enfin, puis j'ai même eu de l'empathie, en fait, pour le mec, quoi. Je me suis dit, mais... Ok, ok. Donc du coup, ça a pas été ça, quoi. Et puis comment dire que la fin, bah voilà. Ça, en fait, j'ai pas eu de surprise. Plus que ça, j'ai pas eu de surprise. Il y avait des choses qui étaient prévisibles. Et puis pour finir, ça a été très rapide. Et puis moi, je suis désolée, mais le manque de repères spatio-temporels, c'est quelque chose qui me flingue en fait parfois les lectures. Et là, ça a été le cas. Enfin, ça aurait pu être plus espacé et moins rapide en fait. Il y a des choses qui se passent très rapidement. Ou sinon, bah, peut-être que c'est moins rapide en fait dans la tête de l'auteur quand elle l'a écrit, mais le truc c'est que c'est pas noté, donc c'est pas écrit, donc nous en tant que lecteur, bah, on le fait pas et puis on s'en rend pas compte et puis on se dit putain mais ça passe vite en fait, mais putain hop, allez, enfin voilà, pour moi donc du coup ça a eu un certain manque de crédibilité en fait pour moi de la part des deux personnages principaux, parce que du coup pour finir voilà, puis à un moment Axel il a commencé à me brouter aussi, donc du coup il y a eu des petites choses qui n'ont pas collé quoi, on va dire ça comme ça. Donc n'hésite pas à me dire, toi, si tu l'as lu et ce que t'en as pensé. Parce que j'ai vu des avis de certaines personnes qui l'avaient lu aussi, qui avaient le même avis que moi. Donc je me dis, bon, ça va. Je suis pas la seule. Ça me rassure. Mais c'est vrai que ça n'a pas été... voilà, ça n'a pas été l'enjaillement prévu, quoi. Je m'attendais à vraiment quelque chose d'original, en fait, autour du côté psychiatrique. Et ça n'a pas été du tout le cas. Surtout qu'au départ, en fait, l'auteur nous met sur une fausse piste. Sur quelque chose, en fait... Et tu t'en rends compte, tu te dis mais oui tu t'en rends compte que voilà qu'il se passe quelque chose et que c'est pas ce à quoi on s'y attend en fait et ce à quoi Léa veut nous faire croire en fait. Et je me suis dit mais c'est con en fait d'avoir fait ça parce que pour finir ça quand tu le découvres entre guillemets ça retombe comme un soufflet parce que tu le savais et tu t'en doutais quoi, parce que sinon dans ce cas là tu te dis mais putain mais si le personnage féminin il est aussi comment dire complexe et taré que ça, c'est pas il a pas fini quoi. Le bouquin c'était vraiment la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase, je pense pour moi. Donc du coup voilà, c'était pas voilà. J'ai dit beaucoup de voilà mais c'était pas si bien que ça pour moi. Une autre déception. C'est La Meute Mercure, le tome 2, Jessie Dalton de Susan Wright, publié chez Milady, que j'ai lu en lecture commune avec Charlène de Les Lectures Sucrées et les lectures d'Hello, donc Héloïse. Comme d'habitude, on continue un petit marathon parce qu'en fait j'ai encore le tome 6 de La Meute du Phénix dans ma palle. Enfin, on a toutes les trois du coup de la tome 6 de La Meute du Phénix dans notre palle. Et du coup, il fallait lire le tome 2 avant de lire le tome 6 de La Meute du Phénix. J'ai lutté. J'ai lutté parce que, et je pense non, c'est sûr, en fait c'est acté maintenant, parce que je l'ai bien digéré, j'en ai parlé avec les filles, je ne vais pas continuer en fait la lecture de La Meute Mercure, et je pense que mes 2 tomes là vont se retrouver sur Vinted, sur mon compte Vinted dans pas très incessamment sous peu, parce que pour moi en fait je m'attendais à ce que La Meute Mercure soit différente de La Meute Mercure, de La Meute Phénix, pardon, du Phénix, pardon. Je rends du travail, il faut être un peu... Donc je disais, je pensais que ça allait être différent au niveau du schéma. Déjà, je sais pas si tu te souviens, mais quand j'avais parlé du tome 5 de La Meute du Phénix,
je trouvais que comment dire, le schéma était assez répétitif. Hein. C'est toujours un loup, une louve, ils ont un problème, ils se rencontrent. Chacun n'a pas trouvé encore son âme sœur. Comme par hasard, la louve qui rencontre, c'est son âme sœur. Comme par hasard, ils vont s'imprégner. Comme par hasard, il y a un méchant qui rentre dans l'histoire et qui veut faire quelque chose de mal à la meute. Comme par hasard, ils vont essayer de défendre, etc. Enfin, et là, c'est la même chose. Dans la meute Mercure, c'est devenu la même chose. Et ça a saoulé. En plus de là, dans celui-ci, tu as des scènes de sexe qui ne servent quasiment à rien, juste pour dire d'en poser une. Juste pour dire, en fait, j'ai l'impression que l'auteur, en fait, elle fait un quota de 20 chapitres, ou de 21 chapitres dans chaque tome, donc 21 chapitres. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a 21 ou 20 chapitres dans chaque tome, et donc du coup, il faut son quota, et j'ai l'impression qu'en fait, les scènes de cul, il faut qu'elles soient là pour faire le quota. Et mais non, mais on s'en fout. Pareil, alors, désolé si je suis crue, hein, mais pareil, à chaque fois, quand tu as une relation dominant-dominant ou dominant-soumise, etc. Enfin, en gros, quand tu as une relation entre un loup et une louve, ou un loup, là, c'est un loup et un margay, donc c'est une race de chat, chat sauvage, en fait. À chaque fois que tu as une relation comme ça, tu as besoin d'avoir une sodomie. Oui, j'ai dit le mot sodomie. Je suis désolée, mais là, c'est ce qui se passe. Dans chaque bouquin, tu es obligé, à chaque fois, tu te dis, bon, bah, il va y avoir un passage avec la sodomie. Ben, il y a un passage avec la sodomie. Et ça me gave. On s'en fout qu'ils veulent lui mettre bref par derrière. Enfin, franchement, moi, je m'en tamponne. Mais je m'en tamponne le coquillard de ça. Mais tu l'as tout le temps. Et c'est bon, on le sait qu'il va lui mettre à un moment. Je suis désolée, je suis crue, mais là, il fallait que ça sorte. Donc, c'est chiant, en fait. C'est chiant, et pour finir, ça gâche tout. Ça gâche tout. Parce que oui, tu le sais que forcément c'est une romance et c'est c'est explicite. On le sait, mais j'ai l'impression que l'auteur, elle se renouvelle jamais. Elle se renouvelle jamais. Il y a toujours un moment où tu auras ta sodomie, ou un moment où tu auras le passage où il va la mordre pour la marquer, le moment où ils vont s'imprégner. Enfin, on peut le faire en off, quoi. Enfin, et peut-être se concentrer sur la vie de la meute, comment elle peut se faire accepter dans la meute, parce qu'au final. En fait, là, il y avait encore un problème d'acceptation de la compagne forcément du loup, de Jess, dans la meute. Et pour finir, en 4 claquements de doigts, elle se fait quand même accepter. Mais ouais, du coup, parce qu'elle a fait 1, 2, 3 trucs et c'est tout. Ouais, mais bon, non, il y a peut-être quelque chose de plus à développer. Enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé ça un peu... celui-ci, il était bof, quoi. Vraiment bof. Donc, du coup, j'arrête. J'arrête, je continuerai la meute du Phénix parce qu'en fait l'auteur a quand même été maligne. C'est que pendant 7 tomes ou 8 tomes, je ne sais même plus s'il va y avoir 7 ou 8 tomes. Je pense qu'il y a 8 tomes. Ouais, c'est 8 tomes de la meute du Phénix. En fait, tu as un loup que j'ai trop envie d'avoir son histoire, c'est Dominique. Et forcément, l'histoire de Dominique, c'est dans le tome 8, le dernier tome de la saga, qui n'est pas encore sorti. Donc du coup, t'es obligé de te coltiner tous les tomes de la meute du Phénix pour lire l'histoire de Dominique. Alors que Dominique, elle t'en parle dès le tome 1. Et vu comment il est survendu dans tous les tomes de la meute du Phénix, je me dis, j'espère que l'histoire de Dominique va être bien. Parce que sinon, ça va être chiant. Bon, c'est vrai que la meute du Phénix, en fait, les histoires sont bien, donc ça va, c'est répétitif, mais moi je trouve que la meute du Phénix, ça fait plus concon familial que la meute Mercure, parce que là, du coup, dans celui-ci, on se concentre plus sur des histoires de fesses entre les deux personnages, et son côté solitaire, etc., et puis l'histoire avec Hector, donc là c'est un autre méchant qui arrive, bref, je t'en dis pas plus parce que sinon je vais te spoil, mais en gros il y a encore une histoire de territoire, etc. C'est plus concentré sur ça que sur le côté la meute, comment elle se développe, etc. Et donc du coup elle aurait pu en fait enlever quelques passages de fesses pour mettre justement plus de passages sur comment comment la meute a évolué, etc. Mais bon, on peut pas tout avoir. Après c'est que mon point de vue, hein. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu aussi et ce que t'en penses, parce que je suis curieuse. Et le petit dernier qui, au savoir, va terminer sur un petit coup de cœur, on va finir en beauté, et je me rends compte que ça fait 35 minutes que mon update dure. Donc peut-être que j'arrête. Donc le petit dernier, c'est Ce qui nous consume de Jean-Jacques Caldera, donc publié chez je l'ai lu via Audible. Parce que je l'avais précommandé à sa sortie en papier, parce qu'il était dispo sur Audible, mais j'ai dû attendre jusqu'au 15 août pour pouvoir le télécharger. J'étais pas bien, je voulais trop la suite de cette histoire, et quel bonheur ça a été
Quel bonheur ça a été, purée. Jean-Jacques Caldera, franchement, c'est une valeur sûre pour moi. Je pense que c'est une valeur sûre pour beaucoup de personnes qui lisent de la romance, et voire même maintenant du fantastique, fantasy fantastique, on va dire. Et, enfin, et du coup, bah, c'était trop bien. Et j'ai adoré, encore une fois, là, le personnage d'Adam, il est vraiment touchant. L'histoire d'Adam et Violette est vraiment quelque chose En fait, c'est quelque chose sur lequel on peut s'identifier, des choses sur lesquelles je trouve que Jacques Caldera elle a quand même un don, et j'arrête pas de le répéter, mais pour prendre quelque chose du quotidien, des faits qui peuvent exister pour tout le monde, qui peuvent arriver à tout le monde, et les exploiter dans ses histoires, et vraiment, en fait, les narrer, et peut-être trouver justement une solution, en parler, et en sortir une morale, en fait, et quelque chose une solution, enfin franchement, et là, enfin, le personnage d'Adam est vraiment quelque chose de très touchant, et enfin quelque chose, mais c'est un personnage très touchant et très, on se sent proche de lui en fait, et on a mal pour lui, etc. Et voilà. Violette un peu moins, mais Violette en fait, on se rend compte que c'est vraiment le personnage qui est là, qui est le pilier en fait pour Adam, et je trouve ça trop beau, et c'est vraiment très bien écrit. C'est encore hyper puissant en fait. Et même chose en fait pour le personnage de la mère de Violette en fait, qui on est en plein dedans là avec la journée internationale contre les femmes battues ou un truc du genre. Enfin, j'ai vu que c'était ça il y a la semaine dernière, ou enfin bref, en tout cas c'était ça hier à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais en tout cas, je sais pas si c'est la semaine complète ou c'est vraiment le lancement en fait de l'opération, et je trouve qu'en fait ce bouquin donne aussi beaucoup de pistes en fait pour ces personnes-là, pour ces femmes-là qui vivent ça et qui commencent à sentir les prémices en fait de certains actes ou certaines choses qui se passent dans leur couple, etc. Et c'est vraiment bien traité, et c'est quelque chose tout en légèreté et en douceur, mais elle arrive à parler de sujets très difficiles en fait à, euh, à parler, et en fait elle arrive à les mettre dans ses bouquins quoi, et c'est trop bien. Voilà, donc on termine sur une note positive, et moi je peux que te conseiller de lire cette saga. Elle est différente des autres, et c'est ça qui est agréable, c'est que en fait Jean-Jacques Caldera elle traite vraiment de sujets à chaque fois différents dans chacun de ses romans, et dans ses duologies en tout cas, et c'est trop bien, c'est trop bien. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire, toi, ton avis sur les livres que je t'ai présentés, et peut-être qu'on pourra débattre et tout en commentaire. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.